Première grande étape, donc, le choix de delta. Delta cadence la vie du système qui est observé et qui est piloté. C'est le rythme auquel on va observer et piloter le système. C'est un paramètre nouveau qui est capital dans l'expression de la fonction de transfert en z. Il doit être entre deux limites, il ne doit pas être trop petit, parce que le temps de calcul perdu pour des commandes insignifiantes et erronées, on sait ce que ça a donné dans l'analyse précédente. Il ne doit pas non plus être trop grand, car des erreurs importantes peuvent ne plus pouvoir se rattraper, causant des instabilités. Donc, il faut trouver le juste un bon milieu. C'est ce que nous allons faire maintenant. Essayons de voir un élément pratique. Supposons qu'on ait un signal qui soit celui-ci, d'accord, que l'on veuille manipuler, que l'on veuille raisonnablement pouvoir commander sur notre processus. Ce signal nous fait apparaître des parties, comme par exemple celle-ci, qui est un comportement que l'on veut faire passer. Par contre, un élément parasité ou perturbé comme la phase 2, qui présente une fréquence plus grande, si je passe de cette représentation temporelle à cette représentation fréquentielle, on voit bien que pour les faibles fréquences, il y a une grosse amplitude. Pour le signal TH, l'amplitude, elle est celle-ci, d'accord, elle est cette hauteur-là. Et pour l'amplitude de ces parasites, on a une amplitude qui est plus petite, à une fréquence beaucoup plus haute. Alors, ce qu'il nous faut, c'est laisser passer le système qui a ce comportement fréquentiel, donc jusqu'à 1, il faut que ça marche, mais le 2, on ne veut pas le laisser passer parce qu'il pourrait produire des erreurs dans les conversions et prendre cette grandeur-là comme étant trop vrai, trop longtemps. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un filtre passe-bas, qui va laisser toujours passer le signal jusqu'à la fréquence FH, mais qui va couper de façon à ce que la fréquence F2 ne soit pas influençante dans le calcul que nous allons faire. Un tel filtre est ce qu'on appelle un filtre anti-repliement, en anglo-saxon, anti-aliasing. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, quand on connaît la valeur de la fréquence la plus haute que l'on veut faire passer, TH, la période de la plus haute fréquence ou la fréquence la plus haute à faire passer, eh bien on en calcule en pratique, on prend entre delta entre le 5e et le 25e de cette fréquence-là. Mais cette fréquence-là, on ne l'a pas toujours. Par contre, ce que l'on a, c'est pour les systèmes du premier ordre, la formulation en P ou en Z nous donne la valeur de la constante de temps T0. Alors à ce moment-là, on prendra T0 sur 4 et T0 comme étant les deux limites pour la plage de la valeur de delta à prendre. Et pour les systèmes du second ordre, eh bien c'est delta oméga n qui est le terme que l'on va utiliser. Oméga n, c'est la pulsation propre du système. Et on prendra delta oméga n compris entre 1 quart et 5 quarts, ou 6 quarts. 1 quart et 6 quarts. Alors, ces deux limites-là doivent être connues. Ce sont des éléments majeurs dans le critère de premier élément de la méthode, le choix de la valeur de delta. Alors maintenant, prenons les histoires de modèles. On passe à l'histoire de modèles. Qu'est-ce que serait un PID dans le numérique pur ? On verra si c'est intéressant ou pas. Mais comment s'exprimerait la fonction de transfert d'un correcteur PID dans le monde numérique pur, puisque ça ne peut pas être la transcription de celui de l'analogique. Le calcul à transformer en Z de 1 sur TIP donne cette formule-là. Si je regarde les tables de transformer en Z et en Laplace, je passe de cette formule-là à cette formule-là. Et dans les tables, ça donne I de Z s'exprime par delta sur TI, facteur de 1 sur Z-1. Ok, ça c'est l'intégrateur. Au lieu d'échantillonner un intégrateur, il est plus facile de calculer Z, S de Z moins Z. Donc je fais l'écart entre les deux valeurs et je trouve delta sur TI, E de Z, qui correspond donc à la suite récurrente. S de K moins 1, c'est S de K, auquel j'ajoute delta sur TI, E de K. C'est ni plus ni moins que la formulation, la loi récurrente de l'accumulateur.
c'est le compteur de vitesse, hein, ni plus ni moins. Hein. Le totalisateur de votre compteur de vitesse. J'ajoute chaque fois la valeur nouvelle échantillonnée. Le cas du dérivateur pose plus de problèmes parce que la transformer en Z de TDP est impossible. Pourquoi? Parce que si le signal a des sauts, il n'y a pas de dérivée calculable. Donc du coup, comment je peux faire pour calculer justement la pente justement d'une marche d'escalier? Il est donc absolument impossible de faire un dérivateur au sens propre dans le monde du monde analogique. Par contre, si je fais l'utilisation de la soustraction, alors S de K devient un coefficient de E de K moins E de K moins 1, c'est-à-dire de combien a changé l'entrée, qui s'illustre donc par la transformation en Z de D de Z, qui vaut TD sur delta, Z moins 1 sur Z, qui est ni plus ni moins que la transformation en Z de cette loi récurrente. Alors, on ne peut pas faire de dérivateur pur, mais est-ce qu'on peut faire un dérivateur filtré? Ça veut dire quoi un dérivateur filtré? C'est-à-dire un dérivateur qui donne des informations puissantes dans des variations, mais qui sont quand même limitées, qui ne sont pas infinies, et dont l'ampleur est reportée sur plusieurs échantillons successifs. Un tel correcteur filtré ici, du monde analogique, se traduirait, elle, comme ça se fait en Z, de la manière suivante. C'est un coefficient n, z-1 sur z moins z0, où la valeur de z0, c'est moins n fois le z0 du premier ordre, hein, du pôle du premier ordre. On dit que le z0 qui est ici adoucit la dérivée qui serait z-1. D'accord? Lors d'une entrée douce. Et en fait, la grandeur n, ça va nous donner en gros le nombre d'échantillons successifs qui vont se gommer au bout d'un certain temps dans une variation brutale. Voilà, donc on a un dérivateur pur qui s'exprimait de la façon suivante dans les réponses indicielles et un dérivateur filtré qui se présenterait comme ça. On retrouve une exponentielle décroissante au bout de nk. Donc le PID numérique pur s'écrirait de la manière suivante. D'accord? La fonction du correcteur numérique analogique PID analogique pur s'écrirait avec la fonction de transfert qui est celui-ci, avec un pôle d'adoucissement, hein, un Z0, et un terme N ici, et ce pôle d'adoucissement, il est pris entre 0,2 et 0,4, c'est-à-dire qu'il faut entre 3 et 5 échantillons pour faire disparaître l'effet dérivé. Voilà, donc on a le correcteur PID numérique pur s'écrirait de la manière suivante. Alors si j'appliquais ça sur un comportement, et avec les termes qui sont là, hein, alors là j'ai pris un n, 8 est important, vous voyez il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, il y a 8 échantillons qui font disparaître l'effet dérivateur, et voilà, on a à l'entrée epsilon de k que vous voyez en pointillé, vous voyez en trait plein les échantillons qui ont été tracés à la règle à partir de la mesure que nous avions fait à l'ordinateur précédemment.